monde, bienvenue à cette rencontre causerie Lumière sur les auteurs de l'École branchée. Donc, à chaque parution du numéro du magazine de l'École branchée, on fait une petite rencontre avec certains des auteurs qui ont contribué à la rédaction, la production de ce numéro. Aujourd'hui, on est ensemble pour parler du numéro de l'hiver 2026, donc planifier et s'organiser pour favoriser l'autonomie avec le numérique, bien sûr, et avec plein de trucs aussi. Donc, je vous le montre en papier parce que même s'il est disponible en numérique, j'aime ça, avoir la copie papier avec moi tout près. C'est toujours agréable quand même de feuilleter du papier, même à l'heure du numérique. Donc, dans ce numéro-là, je fais un petit aperçu de la table des matières de ce numéro-là. On parle des outils numériques, bien sûr, qui aident à l'organisation, mais autant pour les enseignants que les élèves. Donc, je pense que tout le monde aujourd'hui gagne à utiliser certains outils pour mieux planifier son temps, organiser son horaire, ses tâches à faire et tout ça. Puis, s'il y a un mot d'ordre qu'on peut retenir de ce numéro-là, c'est en choisir moins d'outils pour en faire plus avec eux. Donc, essayer d'optimiser l'utilisation des outils qu'on a. Puis, j'aime toujours aussi partager notre affiche centrale. Pour ceux qui ont la copie papier, c'est un petit bonus. Vous pouvez la détacher et l'afficher dans votre salle de classe. Donc, ce mois-ci, cette saison-ci plutôt, on présente 7 façons de réviser autrement. Donc, pour les jeunes, peut-être un petit peu plus de niveau secondaire, mais ça peut être intéressant aussi au primaire. Donc, des petits trucs pour réviser autrement. Puis, il y a des trucs avec le numérique et sans le numérique. Donc, mais on veut s'organiser pour être le plus efficace possible. Donc, maintenant, sans plus tarder, je vais entamer la discussion avec notre invité d'aujourd'hui, Tristan Manzo, qui est enseignant au Collège Sainte-Anne. Donc, je vais arrêter mon partage pour qu'on puisse être en mode discussion plus de ciel. Donc, Tristan qui a collaboré avec l'article. J'essaie de retrouver la page pour la montrer à l'écran. Donc, l'intelligence artificielle au service des compétences humaines. Donc, un nouveau collaborateur avec nous à l'École branchée. Donc, bonjour Tristan, puis bienvenue parmi Salut. nous. Merci Donc, beaucoup de l'invitation. sans plus tarder, peut-être te présenter un petit peu la teneur de ton article. C'est en quoi de quoi ça parlait, ton article, puis c'était quoi ton objectif avec celui-ci? Oui, dans le fond, tu sais, cet article-là, moi, je suis aussi étudiant au deuxième cycle à l'Université en sciences d'éducation. Puis je fais une recherche, je fais mon mémoire sur ce sujet-là. Donc, sur deux sujets en particulier, qui est l'autorégulation des apprentissages et l'intelligence artificielle. Cet article-là, c'est un petit peu un résumé, mettons, de la problématique de la recherche, où ce qui est rendu en ce moment. Donc, c'est un aperçu de à quel point c'est utile les stratégies d'autorégulation des apprentissages, donc pour développer l'autonomie chez les élèves. Fait qu'on parle des stratégies métacognitives, cognitives, motivationnelles, mais on pourrait aussi inclure comportementales, affectifs aussi là-dedans. Puis à quel point c'est utile développer ces stratégies-là quand même jeunes chez les élèves, donc au secondaire, pour qu'ils développent leur autonomie, puis que ça a un impact pas juste sur leurs études en même temps, mais qu'ils deviennent des apprenants tout au long de leur vie. Puis avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, avec ChatGPT, tout ça, ça a comme un petit peu shaké le monde de l'éducation. Puis en ce moment, on utilise beaucoup l'IA, je trouve, là, personnellement, tu sais, c'est une observation, pour produire. Donc, on va demander aux élèves de produire, les aider à produire un rapport de laboratoire, par exemple. Moi, je suis enseignant de sciences aussi, donc on va leur demander de produire un rapport de laboratoire, on va leur demander de produire des images, produire des résumés, mais on n'utilise pas nécessairement l'IA de manière interactive pour pousser leur réflexion, donc avec des stratégies, mettons, d'apprentissage. Fait que l'idée avec cet article-là, c'était de voir qu'est-ce qui se passait en ce moment dans la littérature, dans la recherche, comment est-ce qu'on peut utiliser l'IA pour aider les élèves à développer ces stratégies d'autorégulation-là. Et dans la littérature, on voit que dans certains pays, ils le font déjà, comme par exemple en Chine, il y a des études qui montrent qu'ils ont déjà fait des petits prototypes d'intelligence artificielle générative, des agents conversationnels, où ce que les élèves ont des discussions avec l'IA pour justement leur donner des petits conseils, des petites stratégies, des méthodes de travail pour bonifier leur étude. Donc, ça ressemble un peu à ça.
Puis c'est ça, tu parlais au début, là, j'ai quelques questions qui me sont venues Ouais. en tête là, avec ton, ton introduction. Ben, c'est ça, tu parlais de l'autorégulation. Tu sais, je pense que c'est un gros point qui est souvent pris pour acquis, là, que c'est comme si tout le monde allait apprendre par lui-même à Mhm. s'autoréguler alors que c'est pas du tout acquis, en fait. Là, il faut le développer chez les élèves. Là. Ouais, exactement. On pense que ça fait partie comme du développement normal d'un individu. Puis oui, à une certaine mesure, mais on peut quand même le bonifier, puis on peut quand même donner des outils aux élèves pour améliorer leur organisation, améliorer leur autonomie, améliorer leur auto-réflexion par rapport à qu'est-ce qu'ils ont fait puis comment ils peuvent s'améliorer. Fait que, tu sais, ça s'améliore. Puis, tu sais, si on leur montre pas ça aux jeunes, ben, comme ils le feront pas nécessairement. Là, Renaud vient d'arriver, puis justement, j'allais parler de planification. Moi, je suis enseignant au premier cycle. Puis on voit quand ils arrivent au secondaire, les élèves, justement, ils ont une charge vraiment plus élevée d'organisation. Il faut qu'ils soient capables de s'organiser avec les différents cours, les différents examens, les différents devoirs. Tu sais, on est moins à les prendre par la main, mais ça reste quand même que il faut qu'ils développent cet outil-là, la planification. Puis ça fait partie d'une des stratégies métacognitives, justement. Être capable de planifier son horaire puis être capable de planifier ses études. Fait que, tu sais, ça, on peut leur donner des petits trucs pour ça, leur Mhm. faire faire une liste de tâches à faire, déjà cibler leur calendrier pour en mathématiques, en histoire, prévoir d'avance les exercices qu'ils vont faire. Fait que, tout ça, c'est des trucs qu'on doit leur donner pour qu'ils soient capables de le mettre en application après. Mais malheureusement, souvent, soit qu'on le fait pas parce que ben on le prend pour acquis, ou on n'a juste pas le temps dans nos classes, parce que quand ça devient la tâche à tout le monde, des fois, ça devient la tâche à Ouais. personne. Fait que là, les élèves sont pris pour acquis, puis c'est là que ça vient l'idée aussi d'utiliser l'intelligence artificielle pour guider les élèves, pour les accompagner à développer ces stratégies-là. OK. Puis ben, c'est ça. Ben, c'est justement en développant le contenu pour ce numéro-là du magazine, il y a le mot autonomie qui est revenu quand même Mhm. beaucoup, puis ça a découlé que c'est devenu le titre sur la couverture, en fait, à l'autonomie. Mais au début, on n'avait comme pas cette prémisse-là quand on a commencé à travailler le numéro. Puis on s'est rendu compte vraiment que ça peut devenir, ben, les outils numériques deviennent des outils justement là, pour favoriser tout le côté de l'organisation. Là. Ouais, vraiment. Puis tu sais, c'est justement l'autonomie, puis surtout l'autonomie dans l'apprentissage, ça devient de Mhm. plus en plus important. C'est pas juste pour à l'école, mais même dans le milieu du Ouais. travail. Là, il y avait un article, il y avait un rapport en fait du World Economic Forum qui disait ça, que c'est comme une des compétences, un des skills qui va être le plus en demande dans le futur pour les futurs employés. Parce que justement, la technologie avance vite, les connaissances avancent vite. Donc, il faut que tu sois capable de bien t'ajuster dans le milieu du travail pour rester compétitif ou rester à jour dans les nouvelles technologies, les nouveaux outils, etc. Fait que être capable, dès un jeune âge, que les élèves deviennent autonomes puis soient capables d'apprendre par eux-mêmes, ben ça va juste être gagnant pour eux. Tu sais. Oui, puis c'est ça, d'être capable de, tu sais, quand on parle d'autonomie, c'est d'être capable de faire preuve d'initiative, d'avancer certains points de certaines manières tout seul aussi. Donc, de ne pas attendre tout le temps après l'enseignant, mais d'avoir une certaine débrouillardise pour aller plus loin, chercher peut-être des réponses à ces questions, mais d'une autre manière que juste d'attendre après l'enseignant. Puis tu as parlé du secondaire, mais je pense que même dès le primaire, je pense qu'il y a même peut-être moyen aussi là, de travailler ces compétences-là. Là. Oui, oui, ben, tu sais, on voit, tu sais, si on parle juste des stratégies métacognitives, mettons, parce que c'est quand même eux qui ont le plus d'impact dans la performance académique, là, tu sais, on se fie juste sur ce point-là, tu sais, c'est ça qu'on voit qui a le plus d'effet. Ben, tu sais, il y a de la littérature qui montre comme des jeunes de l'âge primaire qui utilisent des stratégies métacognitives, mais tu sais, il faut juste leur montrer comment les utiliser, puis Comment après ça, ils faire? sont capables de les mettre en application. Là. Fait que, ouais, Ouais. même dès le primaire, ça serait génial. Ça me Ben oui, sauverait ben du temps en tant qu'enseignant du secondaire, là. c'est ça. Ben justement, dans le numéro, on avait un article d'une enseignante, ben, elle est maintenant conseillère pédagogique, mais elle était enseignante au primaire, puis quand même avec des élèves là, assez jeunes, deuxième, troisième année. Puis elle disait qu'elle prenait vraiment un moment pour expliquer l'organisation, comment organiser son travail, Mhm. son temps et tout ça à ses élèves en début d'année. Puis elle trouvait que c'était vraiment, tu sais, ça faisait gagner du temps après, là, parce que là, on met les bases de voici comment faire, voici quel outil on va utiliser, pourquoi dans quel contexte et tout. Puis voici vraiment explicite, là, de manière très Ouais. concrète, de leur expliquer comment faire. Puis vraiment, après, tout au long de l'année, ça permet de gagner beaucoup de temps parce que les élèves, justement, sont autonomes. C'est le mot-clé. Ouais, OK, tout exactement. à Tu sais, fait. ça permet aussi un peu de filtrer, puis après ça, en tant qu'enseignant, on peut vraiment aller se concentrer sur les élèves qui ont des vraies difficultés, Mhm. mettons dans la compréhension des nouvelles notions, etc.
Fait que, tu sais, ça aussi, ça l'aide beaucoup pour aller aider les élèves qui sont plus en Oui, difficulté. ouais, c'est ça. Puis Mm. j'aimerais ça t'entendre un petit peu aussi, Tristan, sur, tu as parlé là, de l'intelligence artificielle pour Ouais. venir aider à s'organiser. Concrètement, là, comment tu vois ça? Comment tu penses qu'on peut l'utiliser là, pour être plus Euh, organisé, planifié ou autonome? Ouais, ben tu sais, dans l'exemple qu'on donnait justement, dans les articles qu'on donnait, que les autres, ils ont vraiment développé un IA, un chatbot pour aider les élèves à étudier justement avec, qui leur montrait des stratégies. C'était vraiment un agent conversationnel. Fait que les élèves avaient une discussion avec l'IA, puis ils fixaient premièrement ses objectifs. Tu sais, ça, c'est la base de l'autorégulation des apprentissages, c'est se fixer un objectif. Puis Mhm. ensuite de ça, tu sais, ils lui donnaient différentes stratégies, fait que, quoi réviser, comment réviser, mais aussi avoir une rétroaction directe sur s'il avait fait des erreurs, quoi que ce soit. Moi, j'aimerais ça le pousser un petit peu plus loin. On en parlait juste avant de commencer à enregistrer. Tu sais, moi, je suis en train de mettre ça en place un petit peu dans mes classes, de voir comment ça pourrait se mettre en place. Tu sais, je commence avec un journal de bord sur Google Doc. Mais après ça, j'aimerais ça l'introduire dans un chatbot. Fait que, avec Gemini, parce que ça, c'est l'outil qu'on utilise ici, ben, tu peux créer des gems. Donc, je donne des instructions assez claires aux gems pour demander à l'élève c'est quoi son. Ben, commencer avec l'objectif, puis après ça, à partir de l'objectif, poser des questions sur comment il planifie son étude par rapport à cet objectif-là, qu'est-ce qu'il va faire pour bien réussir son objectif, etc. Fait que ça devient une conversation, un peu comme un journal de bord, mais après ça, tu as la rétroaction directe du chatbot qui te pousse toujours ta réflexion un petit peu plus loin. Fait que ça devient intéressant. Par contre, un des points qui est quand même important à mentionner, c'est que dans les articles que j'ai lus par rapport à ça, ça se faisait principalement en Chine. Puis au début de l'article, on mentionnait toujours que les élèves et les enseignants avaient des très, très bonnes bases avec l'intelligence artificielle. Donc, ils avaient déjà été formés sur le sujet. Puis ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre le temps de mentionner. Ici, on est chanceux à Sainte-Anne. Les élèves ils ont reçu quelques formations aussi sur l'intelligence artificielle. Puis, je m'y connais assez que je peux les guider là-dedans. Par contre, c'est important de ne pas juste lancer les élèves là-dedans sans qu'ils aient développé un esprit critique par rapport à cet outil-là. Fait que, ça, c'est quand même un aspect important à prendre en considération. Oui, ça peut être intéressant pour développer les stratégies d'autorégulation, mais il faut quand même les former sur l'IA avant tout. Oui, c'est ça, il faut y aller étape par étape, en fait, c'est ça. Puis Mhm. comme on a dit au début, ne pas prendre pour acquis que tout le monde va savoir s'en servir de Exact. la bonne façon, puis vraiment, là, je pense que c'est ça, c'est l'accompagnement, mais dans le fond, c'est d'utiliser l'IA pour que ça devienne un peu un aide, puis pousser l'élève à savoir, tu sais, qu'est-ce que tu vas faire, comment tu vas t'organiser, Mhm. c'est quoi tes Ben, étapes de c'est- révision. je pense un autre mot-clé à part autonomie, là, Oui. c'est avec l'IA puis l'autorégulation, c'est vraiment l'IA pour accompagner l'élève Mmh. dans le développement de ses stratégies d'autorégulation, donc développer son autonomie. Parce que l'idée, c'est que l'IA propose à l'élève, fais-toi un plan d'études. Si on prend juste la planification, par Mmh. exemple, plutôt que générer un plan d'études pour lui. Ouais, c'est ça. Tu sais, quand on D'accord. parlait justement de C'est ça. production versus réflexion, ben, tu sais, c'est un peu ça, là. C'est qu'on veut amener l'élève à le faire par lui-même plutôt que juste demander à l'IA de le faire pour lui. Ouais, c'est ça, au lieu de que l'IA génère le plan d'études, c'est plus de faire réaliser à l'élève qui doit se mettre en Mhm. action pour y faire penser: Ouais. «Hey, t'as-tu pensé de te faire, un plan Ex- d'études?» Exactement. Fait que juste l'accompagner là, dans cette Ah démarche-là. ouais, c'est ça. Mais peut-être Renaud, si tu veux rebondir, là-dessus, bienvenue parmi nous, puis après on parlera de ton article aussi. Oui, désolé de mon retard. J'étais avec le client. C'est un peu difficile des fois de C'est pas grave, s'éclipser. c'est pas grave. Euh, Super intéressant d'écouter Tristan. Peut-être qu'il est plus dans les méthodes concrètes, justement, alors que ben, nous, chez Studio, on est plus dans aussi l'intégration de l'IA, parce que si on parle de ça, mais on essaie justement de pas passer par un chatbot. On essaie plutôt Mhm. d'adapter l'outil justement pour essayer d'amener une progression de l'apprentissage, une progression de l'autonomie à travers ce que l'IA peut nous offrir. C'est pas facile parce que tu sais, on a par exemple la possibilité de morceler une tâche dans Studio qui peut être activée. C'est le prof qui contrôle si c'est activé ou non, heureusement. Là. Fait que si on publie une tâche, on peut dire oui, je veux permettre à mes élèves de morceler la tâche via l'IA, mais on le voit comme une façon d'amener l'élève à comprendre que ça peut se faire que de morceler. Un des défis qu'on voit, c'est exactement ce que tu disais, Tristan, tout à l'heure. Il n'y a pas nécessairement un enseignement explicite de toutes ces
possibilités-là, de ces compétences-là, de la planification, du morcelage, de tout ce qui touche le côté métacognitif aussi, là, qui fait partie de la planification, du morcelage, etc. Et donc, nous, on essaie de compenser en même temps chez Studio. On essaie de dire, ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre ça plus visible à l'élève, pour peut-être l'amener à se questionner puis comprendre que ça peut se faire. On est un peu loin. Mhm. Euh, mais c'est très intéressant. Mais je suis 100% d'accord avec, évidemment, on peut pas être d'accord avec ces éléments-là de. Oui. Ouais, mais je trouve ça bien justement que tu sais, on essaie de l'intégrer sans que ça soit genre un chatbot. Parce que le but ultime du chatbot pour aider les élèves à développer des stratégies, ça reste qu'on veut que les élèves fassent la stratégie. Mais si ça demande déjà un effort cognitif de parler avec le chatbot, peut-être ça va être encore plus dur après ça de se mettre à la tâche. Fait que, tu sais, l'intégrer directement dans les outils, c'est encore mieux. C'est juste que je suis un peu limité Ouais. dans je peux Ouais, pas sinon, je Non, peux pas mais limiter. c'est notre job, Mais ça. ouais, c'est ça, mais c'est super intéressant Ouais. que tu fais ça dans le studio, justement, parce que la planification, c'est tellement essentiel, puis tu sais, c'est une des stratégies les plus efficaces, justement. Ouais. En ce moment, c'est un substrat qui permet de le faire, là. Je veux dire, l'interface permet de planifier, de morceler, de choisir quand je vais continuer le travail. C'est toutes ces questions-là et ces actions-là qui vont amener l'élève justement à devenir mieux organisé dans le temps et à bâtir des stratégies. Mais on les enseigne pas. On est comme un traitement de texte de l'organisation. On n'est pas le prof de français. Euh, Mais quand même, il y a des choses qu'on essaie d'exposer. Bientôt, on va ajouter, par exemple, le fait de se fixer des objectifs directement dans le studio. Donc, ça, c'est un élément où est-ce que l'élève va pouvoir choisir un objectif personnel ou académique ou sportif ou peu importe, de le définir en essayant de répondre aux 5 critères SMART. Et l'IA va essayer de critiquer la définition de l'objectif pour encourager l'élève à aller chercher les 5 éléments importants ou presque. Puis après ça, l'élève peut faire le suivi de ses objectifs dans le temps, après ça, par la suite, puis toujours pouvoir faire un petit suivi intéressant. Et ça, la question que j'avais à ce moment-là, c'est faut quand même expliquer aux élèves comment se fixer un objectif. Ça peut pas juste être un outil qui le fait. Alors, c'est cette collaboration entre l'équipe enseignante et des entreprises comme Studio qui peuvent bâtir quelque chose qui va vraiment faire une différence, si on veut, au Mhm. niveau de l'enseignement de la planification. Euh, Ouais. Ben, c'est ça, chaque élément mérite un enseignement puis un apprentissage distinctif, là, comme justement, c'est la même chose avec se fixer un objectif SMART, là. Il faut apprendre comment le faire puis comment bien le ben oui. formuler, là. Exactement. C'est un défi en tant que tel. Puis comme tu disais, Tristan, c'est pas souvent la job de quelqu'un de faire ça. Hein. Ouais, C'est c'est ça. soit supposé être la job de tout le monde. Ça, j'entends ça souvent. C'est comment est-ce que vous montrez à vos élèves comment s'organiser? Oh, ben, tout le monde s'en occupe. Ouais. Ouais, OK. Mm. Ben, c'est ça. Ça, c'est une affaire qui est un peu dommage. Tu sais, ça fait partie des compétences transversales, mettons, au secondaire, c'est utiliser des méthodes de travail efficaces. Tu sais, on pourrait l'inclure là-dedans. Ouais, Mais après ça, c'est dur pour les enseignants. Déjà, on a beaucoup de travail juste avec notre discipline. ouais, Fait qu'après ça, intégrer, puis, tu sais, faut que ça soit dans toutes les classes, puis dans tous les groupes, puis tous les enseignants aussi qui travaillent dans cette direction-là. Euh, Puis aussi, un des points qui est intéressant dans la littérature quand je faisais ma recherche pour ça, c'est, tu sais, les enseignants, ils veulent enseigner ces stratégies-là. Mais, tu sais, un des problèmes majeurs, c'est premièrement, ben, on n'a pas de formation au bac en enseignement par rapport à ça, ou très, très peu, ça dépend. Puis après ça, on n'a pas de temps en classe. Fait que, tu sais, ces deux éléments-là, c'est pas la situation idéale, justement, pour enseigner ça aux jeunes. Puis Mhm. aussi, on veut pas juste que ça devienne de l'enseignement explicite, puis après ça, les élèves ne le mettent pas en application. Fait que tu sais, c'est bon justement qu'il y ait des outils comme Studio, que vous intégrez comment se fixer des objectifs, puis après ça, comment morceler des tâches, comment organiser la tâche. Fait que ça fait comme un bon pont, comme tu disais, entre enseigner la théorie de stratégie d'autorégulation, puis après ça, les mettre en application dans la vie de tous les jours, dans ses études. Ouais, puis c'est ouais, quand c'est des outils qui sont vraiment utilisés après dans le day-to-day au Mhm. quotidien. Euh, Dans la classe, ben ça devient encore plus, c'est ça, ça va devenir utile, puis il y a comme un apprentissage qui va se faire en continu, Mhm. là. c'est ça. Ben, Ouais. faut équiper les profs aussi avec des éléments de feedback là-dessus, de capable d'aller constater quelles sont les stratégies qui sont utilisées sans nécessairement être obligé d'aller voir chaque élève et constater dans
dans son agenda papier ou quelque chose, comment il s'organise dans le temps, parce qu'on n'a pas une historique là, qui apparaît. Fait que ça, c'est toutes des choses sur lesquelles on réfléchit, là. Comment on peut mieux accompagner les profs dans l'enseignement de ces compétences-là et donner plus de feedback aux élèves aussi directement. On a la chance d'avoir une plateforme qui est liée à l'organisation. Ben, on va être capable de donner un petit peu de feedback à l'élève pour dire, hey, bravo, t'es allé voir ton agenda tous les jours cette semaine. Ça va t'aider à mieux être préparé pour tes affaires. Puis, j'ai remarqué que tu as morcelé une tâche qui mérite, qui était d'importance. Bravo, tu vas être mieux préparé. Tu sais, d'y aller dans l'encouragement positif comme ça de ces choses-là, peut-être en les aidant à découvrir qu'est-ce que c'est, mais ça prend le travail des profs en arrière Ouais. pour promouvoir tout ça. Ben, tu sais, je voudrais peut-être juste, on va rétro-pédaler un petit peu, parce que pour les gens qui connaissent pas Studio, qui viennent de se joindre à nous, on est comme rentré tout de suite dans le vif du C'est sujet, vrai. mais Renaud Boisjoli, fondateur de Studio, qui signe aussi un article dans notre numéro là, de l'hiver au sujet de comment justement là, la planification, puis on Oui. comprend dans notre discussion que Studio, c'est un calendrier numérique, ben, beaucoup plus, là, mais c'est ça. Donc, peut-être tu pourrais juste pour faire un petit condensé de présentation, Renaud, pour dire un peu en quoi ça consiste. Ben, alors, Studio, c'est ça. C'est une plateforme d'agenda planificateur numérique. Ça a été créé en 2014 pour répondre aux besoins des écoles qui déployaient des outils numériques aux élèves dans le format un pour un. À l'époque, c'était beaucoup des iPads. Maintenant, on a un mélange de Chromebook, d'iPad, d'ordinateur. Et donc, l'idée, c'était de remplacer l'agenda papier par un outil qui permettait la même autonomie à l'élève et mieux. Hein, parce qu'évidemment, là, on tombe dans le monde numérique. Le, les possibilités sont infinies. Alors, non seulement ça reproduit un peu l'agenda quotidien qu'on va retrouver sur le papier, mais la chose essentielle, puis qu'on a perdu avec les plateformes numériques, c'est la possibilité que l'élève inscrive des éléments dans son agenda. Ça semble évident parce que, bon, hein, mais quand tu regardes Google Classroom ou Microsoft Teams ou ces plateformes-là, l'élève peut rien faire à part cocher qu'il a terminé ou remettre un travail. Mais ici, on parle de planification. Puis c'est cette démarche-là dont on parlait tout à l'heure qui est tellement importante, mais l'élève doit pouvoir poser des gestes dans son agenda pour prendre ses décisions à tous les jours. Ça, je vais le travailler maintenant. Ça, je vais le repousser à demain. Ça, je vais le morceler en étapes, puis je vais en faire une partie, puis après ça, une autre partie. Donc, c'est ça que ça permet de faire Studio, avec toutes sortes de fonctionnalités supplémentaires dans lesquelles sur lesquelles je m'éterniserai pas, mais c'est vraiment cette possibilité-là de rendre l'organisation plus pertinente aux yeux de l'élève. Oui, puis avec puis dans l'article aussi, tu sais, on le mentionne qu'il y a quand même un plus à utiliser un agenda numérique versus un agenda papier, là, parce que bon, il peut y avoir des activités qui se répètent à chaque semaine ou faire des Par liens exemple. Ouais. et tout ça. Tu sais, il y a quand même quand on apprend à bien l'utiliser là aussi, là, c'est pas juste de le faire puis Ben, c'est là. ne serait-ce que d'avoir une présentation où ton horaire est déjà inscrit. Hein. Dans ton agenda papier, ton horaire n'est pas là habituellement, où c'est Ouais. une page d'un côté, mais c'est pas directement lié à là où tu écris tes devoirs. Puis ce qu'on fait habituellement, là, à moins d'aller beaucoup plus loin là, comme prof, puis de mettre beaucoup de temps, dans un agenda papier, on va inscrire une date d'échéance, hein, quelque chose que j'ai à faire. Mais la stratégie que je vais employer n'est pas nécessairement là. Pas nécessairement là dans le studio non plus, hein, à moins de s'en formuler une. C'est juste que les outils sont là pour le faire. Mais aux yeux des élèves d'aujourd'hui, ce qui va arriver, c'est qu'on les expose à des plateformes numériques. Prenons Google Classroom comme exemple. Et on leur publie de l'information. Cette information-là arrive dans une plateforme. Et là, s'ils ont un agenda papier pour s'organiser, c'est un peu déconnecté. Parce que ce qu'on va leur dire d'écrire dans leur agenda papier, c'est soit de faire les devoirs sur Classroom, ou on va leur dire de rentrer des dates, des mêmes dates L'échéance. d'échéance qui sont dans Classroom. Je- Moi, ce que je constate dans les écoles qui font ça, c'est que les élèves veulent pas le faire. Je trouve ça inutile, ils le font Ben, pas c'est la juste comme moitié. de recopier une C'est information. c'est ça, alors. Puis,
t'sais, considérant les compétences dont Tristan parlait tout à l'heure au niveau du développement de la métacognition, puis de l'apprentissage de notre façon de travailler, ben, il faut aller bien au-delà de la prise en note d'une date d'échéance. Et c'est ça qu'on essaie d'encourager. Et c'est ce que la recherche dit a un effet réel de toute façon sur la réussite scolaire et au-delà de l'école hein, également. Ouais, ben, c'est ça. Je pense qu'on l'a tous déjà fait. On marque justement une date d'échéance pour un projet, un travail, puis on y pense plus après. Puis là, on arrive la veille, on regarde ce qu'on a le lendemain. Oh mon Dieu, c'est ta mère! Il y a sûrement beaucoup Exact. d'élèves qui vivent Ben, je cette pense situation. qu'on l'a vécu peut-être Même nous comme à aussi à ça. l'école. Tu sais. Moi, Et- c'était ça mon cas là, au secondaire. J'avais pas besoin de m'organiser parce que c'était facile. Tu sais. Le secondaire, j'écoutais en classe, je faisais mes examens, j'avais des notes pas pires. Puis voilà. Puis quand je suis arrivé au cégep, c'était une autre histoire. Là. J'ai complètement boulé ma première session parce que là, c'était oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Je pensais que j'avais compris, j'ai pas fait d'exercice, j'arrive à l'examen, j'avais aucune idée de comment m'organiser. Ça m'a pris une autre session là, pour apprendre à le faire. Mhm. Mais oui, c'est un apprentissage qui doit se faire, puis mieux vaut le faire plus tôt que plus tard. Ben, c'est ça que j'allais dire. Là, tu as créé Studio, en fait, pour éviter d'autres petits Renault qui arrivent au cégep. Oui, c'est ça. On veut limiter le nombre de Renault qui est sur la planète. Là. Mais tu sais, en fait, puis en même temps, c'est que en utilisant un agenda papier, ça développe aussi d'autres compétences qui vont être comme utiles dans d'autres contextes. Là. C'est aussi quelque chose là, qu'on mentionnait dans l'article, tu sais, autant de compétences organisationnelles, mais qui vont être utiles pas seulement pour gérer son agenda plus tard, mais au sens large là, Oh, dans oui, la mais vie. là, tu as dit agenda papier, mais je Ben soupçonne que oui. tu voulais dire numérique. Numérique, désolé. Oui, absolument. Ben, en effet, toutes ces compétences-là, on n'a pas tendance à les développer parce que l'utilisation qu'on va faire d'un agenda, puis malheureusement, c'est vrai dans le cas du studio aussi, là, si on en fait une utilisation sans enseigner au-delà de la prise en note d'un devoir, on manque un peu le bateau. On en reste à une utilisation très, 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 très simple. Et c'est pas facile de motiver les élèves à en faire plus, hein. Et ça prend du travail de la part de l'équipe enseignante. Ça prend des rappels, ça prend bâtir des habitudes, c'est quelque chose qui demande du travail. Puis ben, moi, ce que je déplore, c'est que dans beaucoup de milieux, c'est pas une priorité, malheureusement. On sait que c'est bon et on retombe sur ah ben, ce qui est important, c'est que l'élève écrive à la main des choses dans son agenda. C'est, puis on pense que parce qu'on leur fait écrire à la main, parce que bon, il y a quand même des informations au niveau de la science là, qui nous disent que ça nous permet de traiter l'information d'une façon plus spécifique. Si on écrit son devoir, ben au moins on va mieux s'en rappeler qu'on a un devoir à faire. OK, mais moi je trouve ça un peu simpliste là. Je trouve on veut aller beaucoup plus loin que ça pour avoir un effet. Puis ces compétences-là Mhm. qu'on va développer au moyen d'un outil comme Studio peut-être, si on veut le faire avec du papier, ben OK, ça va prendre plus de travail, mais bon, c'est pas impossible. Ben c'est ces compétences-là qui vont amener l'élève plus loin. Le fait de Ouais, c'est savoir ça. écrire dans son agenda, c'est pas ça qui va l'aider réellement. Là. Mhm. Ouais, Puis, c'est au-delà de l'outil, c'est qu'est-ce Oui, qu'on développe comme compétence et tout. exact. Tu mentionnes écrire numérique versus à la main, mais c'est quand même nuancé. Il faut nuancer aussi, Faut c'est nuancer, ouais. mentionné aussi dans l'article là, que c'est quand même nuancé de dire Ouais, ben, c'est dans ultimement, quel c'est ça. contexte est-ce qu'on va retenir plus l'information Puis parce en qu'on fait, ce qu'une part de la recherche dit, c'est que ultimement, entre l'outil numérique et l'outil papier, si on élimine le côté de distraction, qui est important, là, on s'entend, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'écoles qui s'éloignent de la tablette, puis qui vont plus vers le Chromebook ou l'ordinateur parce que les distractions sont souvent plus fortes dans certains environnements. Euh, ben, si on élimine ces distractions-là, bien on se retrouve dans un contexte où il n'y a pas tant de différence notable entre le papier ou l'électronique en termes de, de l'outil lui-même. de Mais après, de la rétention de de la l'information. rétention. Mais c'est pour ça que là, il faut travailler ces compétences-là. Puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir un outil qui nous permet de le faire plus clairement, plus facilement, etc. Et c'est là que nous, on intervient ou on essaie d'intervenir puis de faire valoir notre plateforme. Mais
le plus important, c'est ça, c'est se questionner sur comment on va amener nos élèves à développer ces compétences-là. Si on peut mettre un plan en action, une cohérence au niveau d'une équipe école, ben c'est là que ça prend son sens et qu'on peut arriver à faire des choses. Ouais, puis c'est Puis ça, ici, c'est un peu l'élément de la cohérence, là, aussi, dans l'équipe, là. Tristan, oui, vas-y. ouais, mais c'est juste, tu sais, le débat papier numérique aussi, tu sais, c'est juste habituer les élèves aussi à utiliser des outils qu'ils vont utiliser dans la vie tous les jours, le reste de leur vie, parce qu'après l'école, c'est rare que tu utilises un agenda papier. En tout cas, moi, je connais pas grand de mes amis qui travaillent dans une autre industrie que l'éducation, qui utilisent un agenda papier. Ils ont pas mal tous des Ouais. Outlook, Oui, Google Agenda. oui. Fait que, tu sais, c'est bon quand même les habituer à gérer un agenda électronique un jeune âge. Puis, puis on parle souvent des plateformes, c'est Google, Microsoft, mais il y a d'autres cas très, très, très précis. Si tu prends les professionnels de la santé, chiro, ostéo, etc., ils ont des plateformes d'agenda spécialisées qui ont des fonctionnalités spécialisées. Je pense à Go Rendez-vous, qui est Ouais, une petite je entreprise du connais, Québec qui ouais. est super. Ben, c'est ça, puis c'est adapté à leur réalité. Alors, la compétence d'utiliser un outil numérique versus le papier, elle vient s'appliquer à n'importe quelle plateforme qu'on va utiliser par la suite. Et c'est pour ça que, tu sais, chez Studio, on a adapté la plateforme à l'école, au secondaire précisément, où est-ce que ça fonctionne avec le développement du cerveau des adolescents. Mais au-delà de ça, une fois que tu as assimilé ces compétences-là, tu peux les appliquer à une multitude d'outils, que tu utilises un calendrier peut-être, ou un outil comme Trello ou Asuna, ou peu importe. C'est la même réflexion. Comment je vais atteindre mon objectif? Comment je vais mettre en place des étapes qui correspondent à ma façon de travailler, à mes capacités pour atteindre cet objectif-là? C'est ça ultimement qu'on cherche à faire. Ouais, puis je pense l'élément aussi, tu l'as mentionné, là, de morcellement des tâches, là, je pense que c'est non négligeable aussi, là, dans toute atteinte, dans tout cheminement vers l'atteinte d'un objectif, là, ça, c'est quand même Ben, n'importe important qui travaille sur d'avoir. des projets, Mhm. Ouais, c'est c'est ça. ça qu'ils font en fait, hein. Puis ça donne que c'est ce cheminement, cette réflexion-là qui a le plus d'effet sur la réussite. Pas comment tu vas morceler ta tâche, hein. Je dirais au-delà de dire c'est quoi les étapes. As-tu pris les bonnes étapes? As-tu bien morcelé ta tâche? Non. Le fait d'avoir une réflexion sur comment je divise cette tâche-là et moi, mes capacités pour atteindre ces mini-objectifs-là et cet objectif complet-là, le côté métacognitif de la chose, ça a un effet. Et plus tu es dans cette réflexion-là, plus la science a démontré que ça avait un effet direct sur le succès scolaire. Facile. Vous voulez augmenter les résultats de vos élèves, de vos étudiants au collégial, montrez-leur à planifier et déjà ça va avoir un effet positif sur le résultat. C'est ça que ça dit finalement, hein, Thomas? Ben oui. Oubliez C'est toutes ça. les autres mesures. Investissez dans l'organisation. Ça serait trop beau pour être vrai. Mais on l'entend souvent, là, des profs ou autres qui disent: «Ah, les jeunes sont pas organisés, sont pas autonomes, sont pas», ben, Tout le c'est temps. faut leur montrer, tu sais, c'est ça, ça Je revient. connais des profs à l'université qui nous disent la moitié de nos étudiants ne savent pas s'organiser. Au cégep, c'est la même chose. Pourtant, quelles sont les mesures qui sont réellement prises? Il n'y en a pas tant. Au cégep, en sciences humaines, il y a une nouvelle compétence qui a été ajoutée, hein, les méthodes de travail intellectuel. Et Oh, ça commence à dire, ah, OK, je pense qu'ils ont besoin de quelque chose. Il faudrait peut-être les aider un peu. ben, en tout cas, dans notre numéro, de l'hiver, il y a beaucoup de trucs pour les profs du primaire et Beaucoup du de trucs. secondaire qui veulent justement, là, contribuer à ce grand défi-là auprès des jeunes, là. Puis je pense que c'est ça, quand on les prend plus jeunes, puis étape par étape, c'est possible justement d'amener les jeunes à mieux s'organiser. Puis aussi, il y a des trucs pour les adultes aussi parmi les articles, parce que même nous, comme enseignants, comme professionnels, on gagne aussi à mieux utiliser les outils Absolument. de façon efficace. Et puis c'est les mêmes concepts s'appliquent à tout le monde. Tu sais. Quand tu veux Mhm. faire le ménage de ton garage, là, tu vois pas ça comme un gros ménage de mon garage que je vais faire en un coup. C'est impossible. On commence par une tablette. Ouais, c'est ça. Moi, je suis capable de faire le ménage d'une tablette en 1 heure. Ça me correspond. Tu veux faire un plan d'exercice, c'est quoi ta capacité? Moi, je suis capable de faire 20 minutes de vélo, je suis content. Fais-le tous les jours, tu sais.
bâtis l'habitude en fonction de tes capacités. Ouais, c'est ça. Ça touche toutes les mêmes compétences. Puis c'est ça qui nous permet d'avancer. Puis si c'est très, très collé au quotidien aussi par la suite, là, Tristan, tu le mentionnais, c'est le monde d'aujourd'hui, c'est ça aussi, là, il faut avoir des compétences pour s'organiser après dans la Ouais, société. ouais, Ouais. s'organiser puis s'adapter rapidement. Fait qu'être capable de modifier aussi sa planification si jamais tu en as besoin. Oui, c'est ça. Puis sur un outil Revenir sur numérique, ces... c'est plus facile de changer puis de s'adapter que tout effacer. Il y a ça, certain. Ouais, ouais. Ouais, ça. Les Mais profs qui sont passés au numérique pour s'organiser aussi, là, ils voient des avantages importants, mais c'est une transition, c'est pas simple, hein, quand tu as une méthode de travail, une façon de faire ta planification comme prof, là, sur Mhm. le papier est infiniment flexible, hein. Tu peux te faire des symboles, tu peux te faire des façons de te retrouver, d'inscrire de l'information que dans un outil numérique, tu es limité au carcan de ce que l'application te permet de faire. Mm. Mais, puis, tu sais, encore une fois, c'est que, tu sais, au bac en enseignement, on n'a pas nécessairement la formation sur tous les outils d'organisation qu'on peut retrouver parce que ça dépend aussi dans quelle école tu vas aller travailler, quel Ouais. centre de service. Donc, tu sais, on n'a pas nécessairement de formation précisément sur ces outils ou ce type d'outils-là, en fait, là, si on parle de variété. Fait que, tu sais, on va travailler de la manière que nous, on a appris quand nous, on était au secondaire pour les profs du secondaire. Puis, on n'est pas encore arrivé à la génération ou presque d'enseignants qui ont utilisé Studio ou d'autres agendas électroniques. On s'en vient, là, mais il y en a Peut-être, quelques-uns. ouais. Mais tu sais, c'est pas encore arrivé. Fait que peut-être quand on va être rendu là, ça va être plus fluide, ça va être plus facile justement de faire la transition Peut-être, vers ouais. les outils numériques. Mais ouais. Mais tant qu'on se pose la question, étant que je suis prof, ben, je me dis, moi, je suis plus à l'aise avec le papier, c'est mon outil que j'utilise, mais est-ce que c'est aussi le meilleur outil pour mes élèves? Et ça, Mhm. des fois, on dit, non, non, ben, le papier, tout le monde se sert encore du papier. Oui, tous tes amis profs se servent du papier, parfait. Mais comme tu disais, dans l'industrie, là où les élèves vont se retrouver, est-ce que c'est réellement le cas? Et est-ce qu'ils ne devraient pas plutôt bâtir des stratégies en lien qui s'appliquent à tous ces types d'outils-là? Que ce soit le papier s'ils deviennent enseignants ou autres, mais aussi, ben, parce que je connais pas beaucoup d'autres branches de métier qui utilisent C'est encore vrai. des agendas Non, c'est papier. ça. Tu sais, on avait ça avant, hein, des Dynobooks, puis des je sais pas trop quoi, tu sais, des petits calepins dans lesquels on écrit. Là. Je vois plus ça. Là. C'est très, très rare. Mais moi, Renaud, j'utilise Studio à l'école Ah ben, parce que j'enseigne. Ouais, puis j'aime beaucoup. Par contre, j'aurais une suggestion pour toi si on pouvait brainstormer. toujours, bien Ben, sûr. sinon, on parle beaucoup de la planification parce que je veux pas, tu sais, c'est un outil, c'est un agenda électronique. Mais Ouais, qu'est-ce que j'aimerais vraiment beaucoup, c'est que moi, mes élèves qui aient un peu d'autoréflexion après des évaluations. Fait que quand il y a un examen ou un laboratoire dans Studio, qu'il y ait oui. directement une question réflexive sur comment ça s'est passé puis qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour améliorer les trucs. Ça, j'aimerais bien ça. Si tu as une version bêta, tu pourrais me l'envoyer. J'aimerais bien ça, essayer ça. Très intéressant. En fait, ils peuvent le faire actuellement, mais c'est pas formulé. C'est-à-dire que Mhm. tu peux retourner dans une tâche qui est là, aller éditer la tâche et rajouter des notes, puis ça peut être ta OK. réflexion que tu vas mettre là. C'est là, d'ailleurs, parce que des profs à Lower Canada College, la première année qu'on a lancé Studio, avaient demandé qu'ils puissent aller modifier une tâche dans le passé pour cette raison-là. Mais Mhm. ce serait le fun que ce soit sous forme de question. Hey, tu avais un examen hier. Comment ça s'est passé? Ouais, Que- exactement. Ah ouais, c'est bon. Je prends note. Ouais, il y a des Parfait. notes Ouais. de suggestions d'amélioration des Absolument, on outils. en prend tout le temps. On en reçoit beaucoup. On essaie de faire le tri puis de répondre aux besoins, mais c'est le fun parce que ça veut dire que tu sais, les utilisateurs, puis pas juste les profs, des élèves, suggèrent des choses. Il y a beaucoup de choses dans le studio qui proviennent de suggestions des élèves eux-mêmes. Ah La ouais. première chose, Ouais. c'était la capacité que ça devienne un devoir pour le lendemain dans le cours qu'il y a en ce moment. C'est un élève qui est arrivé avec cette idée-là, puis on l'a implanté dans les 2 semaines qui ont suivi. On trouvait ça trop le fun. La ligne du temps dans la vue des tâches, c'est des élèves qui ont suggéré de pouvoir mettre des points sur la ligne puis de morceler la tâche. On ne Mhm. l'avait pas fait encore. Toutes des choses comme ça, puis les profs nous en ont donné là, une multitude aussi, là, pas juste pour la vue prof, mais pour l'ensemble. On n'arrive pas à tout faire en même temps puis à tout implanter tout le temps, mais celle-là, je la prends en note parce que c'est pas quelque chose de trop difficile, je pense, à faire. Fait que j'essaie de On pousser aurait des là-dessus. nouvelles. Absolument.
On prend les suggestions de tout le monde. Sur ce, je vous remercie beaucoup, messieurs, d'avoir participé à cette belle discussion. Merci de votre implication dans le magazine, puis d'avoir pris le temps d'être ici avec nous aujourd'hui. Je vais juste terminer en annonçant les sujets des prochains numéros du magazine de l'École branchée. Donc, notre prochain numéro aura pour thème la voix des élèves. Donc, comment est-ce qu'on peut écouter, entendre, prendre en considération la voix des élèves dans nos écoles. Donc, c'est quoi les avantages à le faire? Puis, c'est qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, les jeunes, pour se sentir plus impliqués dans leur milieu. Donc, vous pourrez lire ce nouveau numéro qui va être disponible autour du 1er avril, et ce n'est pas un poisson d'avril, c'est vrai. Donc, ça va être disponible très bientôt. Puis ensuite, on est déjà en appel de contributeurs pour nos prochains numéros de l'automne. Donc, pour le numéro de l'automne prochain, ça va être sur l'éducation aux médias numériques, donc à l'école et à la maison. Donc, un sujet quand même assez large et d'actualité aussi. Donc, on est en appel de propositions. On va publier ça sur nos réseaux très bientôt. Et pour l'autre numéro d'après, donc on n'arrête jamais à l'école branchée. Donc, le prochain numéro pour le prochain hiver sera sur accompagner la gestion du changement dans les milieux scolaires. Donc, peut-être un numéro qui va peut-être plus un peu toucher les directions, les équipes, les enseignants, les équipes écoles. Donc, comment on accompagne le changement. Donc, les appels à contribution sont déjà publiés sur notre site. Donc, on vous remercie. Puis, allez récolter aussi votre badge de Code 21 si vous avez lu le magazine de notre numéro de l'hiver. Merci, à la prochaine.